etc., qui puisse s'industrialiser sans avoir sa propre monnaie nationale. Il n'y a pas. Parce que ce qu'on appelle union monétaire, c'est-à-dire comme dans la zone CFA, en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, la CEMAC, Comité économique monétaire d'Afrique centrale, ce sont les anomalies historiques. La zone euro est une anomalie historique. Quand on regarde les chiffres disponibles, en fait, plus de 93% de la population mondiale vit dans un pays qui n'est pas dans une union monétaire. C'est-à-dire que les unions monétaires sont l'exception historique. Avoir votre monnaie, ça ne vous développe pas. Il y a beaucoup de pays qui ont leur monnaie, qui ne se développent pas, qui ont des monnaies même très faibles, dollarisées, etc. Mais ça veut dire que vous devez avoir des instruments. Et si ces instruments-là, vous ne les avez pas, parce que ce n'est pas seulement la monnaie, mais c'est la finance. Parce que si vous n'avez pas votre propre monnaie, vous ne pouvez pas avoir de politique financière autonome. Parce que vous savez, il y a des prix macroéconomiques. Il y en a 5 qui sont très importants, qu'un État doit contrôler pour pouvoir, en tout cas, avoir une accumulation maîtrisée. Le premier, j'en ai parlé, c'est le taux de change. Parce que le taux de change, c'est un prix, c'est le prix de votre monnaie, en fait, de votre unité de compte dans les autres unités de compte. Et donc, cette unité de compte-là, le prix de cette unité de compte agit sur tous les autres prix. C'est pourquoi il est important de contrôler le taux de change. La deuxième chose, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt auquel l'État s'endette, l'État devrait pouvoir le contrôler. Mais si tu n'as pas ta banque centrale, tu ne contrôles pas. Le taux d'intérêt auquel les entreprises s'endettent devrait pouvoir aussi être contrôlé par l'État. Parce qu'il y a des secteurs qui doivent porter la croissance du pays, mais ces secteurs devraient bénéficier de taux d'intérêt très faibles. Par exemple, le Japon, quand ils se sont industrialisés, mais ils ont dit à la Banque centrale, voici les secteurs qui vont porter notre croissance économique, notre industrialisation, ne dépassez pas 2%. Et donc, quand ils veulent du crédit, il faut leur donner du crédit. Dans tous les pays qui sont développés, c'est ce qu'on appelle les politiques de management, de gestion du crédit, de direction du crédit. Et donc ça, c'est même plus important que le fait d'avoir sa propre monnaie. Ça, là, on est dans la finance. Donc, un État qui n'a pas la possibilité de canaliser le crédit, l'épargne pour dire, voici là où ça va, mais vous ne pouvez pas vous développer, vous ne maîtrisez pas votre accumulation. Donc, si vous n'avez pas votre monnaie, vous n'avez pas de politique financière autonome. Et si vous n'avez pas de politique financière autonome, mais vous ne pouvez tout simplement pas vous développer. Donc le taux d'intérêt est le deuxième prix. Le troisième prix, c'est l'inflation. Il faut tout faire pour maintenir des taux d'inflation relativement, voilà, en tout cas constants. Parce que nous, les taux d'inflation que nous avons sont beaucoup trop faibles. Vous prenez le cas du Sénégal. Après la dévaluation du CFA de 1994, entre 1996 et 2019, quand vous regardez le taux de croissance moyen du Sénégal, c'est 1,3%. Il n'y a que le Japon qui a eu un taux de croissance inférieur à 1,3%. Et le Japon est un pays qui est en déflation depuis les années 90. Et donc, ça veut dire que nous avons des taux d'inflation sur cette période inférieurs à ceux des États-Unis, de la Corée du Sud, de la Chine, Singapour. Tous ces pays qui se développent, nous avons des taux de croissance. Est-ce que c'est dû à nos capacités? C'est une aberration, oui. C'est une aberration. Effectivement. Parce que c'est exactement le taux d'inflation de la France qu'on a repris. Et donc, les économistes ont montré que les taux d'inflation ici ne permettent pas le type de croissance. C'est pour, les gens qui militent pour peut-être le maintien de cette monnaie parlent justement de cette stabilisation. Oui, mais c'est absurde. Parce que 96-2019, on dit que c'est le deuxième pays qui a le taux d'inflation le plus faible. Plus faible même que l'inflation des États-Unis, de la Chine, Corée du Sud, Brésil, tous ces pays qui sont dynamiques. C'est absurde parce que ça ne reflète pas nos capacités productives. Et avoir un faible taux d'inflation, ça ne veut pas dire avoir un niveau de vie faible. Non, le niveau de vie du Sénégal est extrêmement élevé. Il faut aller ailleurs, voyager pour s'en rendre compte. Donc ça, c'est le troisième prix. Les deux autres prix importants, c'est par exemple le taux de salaire dans l'économie. Parce que si les taux de salaire sont faibles, donc ça veut dire que les entreprises ne pourront pas avoir des débouchés pour vendre leurs produits. Et donc ça, c'est important que l'État le contrôle, notamment la rémunération des agriculteurs. Le cinquième prix important, c'est le taux de profit. Parce que si les entreprises n'ont pas des taux de profit qui jugent acceptables, mais les entreprises ne vont pas investir et ne vont pas créer d'emplois. Et donc, un État qui se développe doit pouvoir avoir des instruments pour contrôler ces 5 prix. Mais ici, il n'y a aucun de ces instruments que nous avons et aucun de ces prix que nous contrôlons. Donc nous tournons en rond. Je vous dis, depuis 1960, les gens ont des programmes, ils ont des visions, mais finalement, comme ils ne sont pas des instruments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Juste s'endetter en monnaie étrangère et tôt ou tard, bon, il y aura un jour où il faudra se serrer la ceinture parce qu'il n'y a aucune stratégie de développement qui peut être basée sur la finance internationale. Toute stratégie de développement basée sur la finance internationale doit ressembler à ce qu'on appelle ici Sulbuki. Ça,
c'est un résultat scientifique. Il y a un économiste qu'on appelle Domar, qu'on connaît, hein, les économistes connaissent. C'est le système Ponzi, quoi. C'est le système Ponzi. On lui avait demandé, en fait, quel est l'impact du plan Marshall sur les économies européennes. Il était arrivé à ce résultat. Toute stratégie de développement qui est basée sur la finance internationale doit reposer sur un schéma de Ponzi. Pourquoi? Parce que vous endettez en monnaie étrangère, vous attirez des investissements directs étrangers. Et donc, on investit chez vous parce que les rendements sont supérieurs aux rendements dans les pays du Nord. Par exemple, si le taux d'intérêt aux États-Unis sur les titres de l'État américain, c'est 5%, aucun investisseur ne va acheter la dette du Sénégal à 5%. On va vous dire à 10% ou 15%. Vous voyez, donc si on accepte de venir chez vous, il faut ces rendements-là. Mais ces rendements-là, vous ne pouvez pas les avoir sur la durée. Donc, tôt ou tard, vous allez être confronté à une crise de la dette. Maintenant à vous entendre parler, en fait, vous êtes sans appel sur cette question. Ça veut dire que la question monétaire est consubstantielle à notre développement. Mais la question que j'aimerais vous poser, Dr Nango Samba Sylla, c'est les nouveaux tenants du pouvoir, étant dans l'opposition, étaient sans ambages sur la question monétaire. Ils ont montré une volonté de sortir du franc CFA. Mais à l'épreuve du pouvoir, on voit que c'est, en fait, ils y vont avec parcimonie. Vous avez écrit ce livre-là, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Et vous montrez toutes les expériences de volonté de sortie, à savoir la Guinée, qui a été, voilà, le franc qui a été saboté. On a vu au Togo, Sylvanus Olympio, qui voulait d'un franc togolais qui a été assassiné. Mais on a l'impression que ça continue, mais peut-être sous d'autres formes, beaucoup plus diplomatiques, mais cette pression continue. Oui, bon, la France n'a plus ce pouvoir. Donc maintenant, vraiment, la question du CFA, c'est une question qui relève presque exclusivement de la responsabilité des pays africains. Donc le moment est propice. Oui, parce que, tout pays peut sortir du CFA. Parce qu'il y a des traités d'union monétaire, il y a des articles qui disent que, en tout cas dans le cas de l'UEMOA, tout pays qui veut sortir peut sortir. L'article 37. Oui, dans un délai de 6 mois. Et donc, ça, je veux dire, c'est une responsabilité personnelle. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh, nous ne sommes pas panafricanistes, etc., vous maintenir l'UEMOA. Pour moi, l'UEMOA, c'est un cadre qui nous maintient dans la pauvreté. Parce que le cadre macroéconomique de l'UEMOA est un copier-coller du cadre macroéconomique de la zone euro. Ça, je l'ai décrit dans le livre. Absolument. Et donc, tant que vous avez ce cadre, mais vous ne pouvez rien faire. C'est pas qu'on soit contre l'intégration régionale, etc., mais c'est que l'intégration monétaire doit être pensée autrement. Vous voyez par exemple les BRICS. Les gens parlent de monnaie des BRICS, mais il n'y a pas une monnaie commune aux BRICS. C'est-à-dire une monnaie unique que partagerait les BRICS. Aucun État ne fait ça. Je veux dire, il n'y a que les pays européens qui sont dans une unité monnaie, dans une monnaie unique. Il n'y a aucun pays, par exemple, qui a une population de plus de 30 millions d'habitants, qui soit dans une monnaie unique, dans un système de monnaie unique. Il n'y a que les pays européens. Parce que si vous n'avez pas votre monnaie, vous n'avez pas d'indépendance financière et vous n'avez pas d'indépendance politique. Et donc, dans le cas des BRICS, par exemple, ce qu'ils disent, c'est que la finance est contrôlée via les systèmes de paiement contrôlés par l'Occident. Et donc, nous voulons nous déconnecter de ça. Nous allons avoir notre propre système de paiement. Et donc, nous allons commercer entre nous, faire des échanges entre nous, investir entre nous, sans passer par le dollar. Et pour nous prémunir des sanctions, disons, occidentales. Par exemple, on peut être évincé du système de messagerie SWIFT. On peut voir ses réserves en dollars être confisquées, ses réserves en euros confisquées, etc. Nous ne voulons plus de ça. Mais aucun d'entre eux ne parle de ça. Nous, Africains, c'est ce que nous devions faire. Nous devions avoir un système de paiement continental où, par exemple, quand quelqu'un est au Kenya, il peut faire un virement au Ghana ou au Sénégal, c'est instantané et il y a très peu de coûts de transaction. Là, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait des transactions, par exemple, le Ghana au Sénégal, mais ça passe par Londres ou ça passe par les États-Unis. C'est ça qui est absurde. Oui, c'est absurde. Et donc, on devrait travailler un système de paiement où on peut commercer dans nos propres monnaies. Et donc, dans ce cas, il n'y a plus trop de contraintes extérieures. Et les monnaies seront beaucoup plus viables, les monnaies nationales, parce que là, ce qui rend peu viables certaines monnaies nationales, mais c'est à raison de la contrainte extérieure. Et nous, dans le cas de système CFA, bon, on a une monnaie pour servir le dispositif néocolonial et les élites, quoi, mais pas le développement. Donc, il ne faut pas se tromper de combat, parce que tout c'est... Donc, c'est bien d'évoquer cette question, parce que la question n'est pas encore tranché au niveau de la sous-région. Les gens parlent de l'écho. Vous pensez que c'est
c'est voué à l'échec. C'est une chimère, l'éco. L'éco CEDEAO. Parce que l'éco, c'est le diminutif de ECOWAS. Hein? ECOWAS qui est l'acronyme anglais de la CEDEAO.